Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire qui va être dédié à la trame noire, ou plus clairement la sobriété lumineuse et son lien avec la biodiversité. Ce webinaire donc est enregistré. Nous allons pouvoir ensuite le partager sur la chaîne YouTube de l'association État Sauvage. Et donc sans plus attendre, j'accueille Fabien Paquier, qui est du coup chargé de mission à la trame verte et bleue pour l'Office français de la biodiversité. Alors Fabien, si vous êtes d'accord, je vous laisse partager rapidement quelques slides pour présenter l'association et ensuite on pourra démarrer ce webinaire, je vous présenterai un peu plus votre parcours. Merci beaucoup. Alors pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une association qui est née il y a un peu plus de 6 ans maintenant, qui agit sur le territoire de la France métropolitaine pour préserver la biodiversité. Et nous essayons d'encourager autant que possible aussi les liens positifs que l'humanité peut entretenir avec justement cette nature. Alors sur la slide suivante, s'il vous plaît, Fabien, nous avons deux grands axes en fait d'engagement dans l'association. Un premier axe qui est celui de la sensibilisation, et nous vulgarisons des connaissances scientifiques. Ce webinaire fait partie justement de ce programme de vulgarisation des connaissances. Nous avons également un blog, nous partageons des articles pour permettre à chacune et à chacun d'appréhender ces enjeux autour du climat et de la biodiversité. Puis nous avons des ateliers que nous organisons notamment en forêt, avec l'atelier Ma forêt est vivante, dont il reste encore quelques places pour les dernières sessions. Enfin, nous avons un deuxième volet sur lequel s'investit l'association, c'est celui de la préservation des écosystèmes forestiers en particulier, puisque l'association acquiert des forêts en France métropolitaine pour en créer des réserves pour la vie sauvage, pour y créer des réserves de vie sauvage. Et ces forêts sont mises en libre évolution, c'est-à-dire qu'on soustrait les activités humaines justement dans ces espaces forestiers. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur l'association État Sauvage, n'hésitez pas à nous contacter par notre site internet. Vous nous avez trouvé maintenant, ce ne sera pas compliqué, voilà, de nous questionner pour savoir un petit peu plus comment nous fonctionnons. Et sans plus attendre, du coup, je vais présenter notre intervenant ce soir, donc Fabien Paquier, qui donc travaille à l'Office français de la biodiversité et pilote l'animation du centre de ressources qui est dédié justement à la trame verte et bleue et ce soir particulièrement à une autre trame qui est la trame noire. Et il y a encore d'autres trames d'ailleurs. Peut-être ce sera l'objet d'autres webinaires. Il est donc en appui du ministère de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, puisque maintenant il a un titre assez long de ministère. Son objectif est d'accompagner les acteurs qui sont mobilisés dans la mise en œuvre de cette politique en faveur de la préservation et de la restauration des continuités écologiques dans les territoires. Donc c'est un sujet passionnant et je vous invite sans plus attendre à découvrir ce sujet de la trame noire ce soir et à préparer vos questions que vous pourrez poser dans le chat. Florence, du coup, les partagera à l'issue de cette présentation à notre intervenant et nous pourrons avoir du coup un débat très intéressant à n'en pas douter. Fabien, c'est à vous. Merci beaucoup Julie. Voilà, vous m'avez présenté. Peut-être pour faire le lien entre la trame verte et bleue, la trame noire, peut-être je voulais préciser qu'on entend par trame verte et bleue le nom de la politique publique en faveur de la préservation et de la restauration des continuités écologiques. Donc à la base, hein, c'était la trame verte pour les milieux terrestres, la trame bleue pour les milieux aquatiques continentaux, donc essentiellement les cours d'eau, les réseaux de milieux humides. Mais on s'intéresse à d'autres pressions, notamment à la pression de la pollution lumineuse sur les milieux naturels. Et donc, par extension, on parle de trame noire. Mais en tout cas, à mon sens, la manière dont je perçois les choses, c'est un volet de la trame verte et bleue et c'est une facette de cette politique publique de préservation des continuités écologiques. Si vous voulez en savoir plus, effectivement, on avait fait un webinaire il y a environ un an. Enfin, je ne sais plus exactement la date, mais c'était plus ou moins quasi jour pour jour, en tout cas à quelques jours près. Ma présentation va s'articuler autour de 4 parties. Une première pour rappeler ou expliquer de quelle manière la biodiversité peut être impactée par la lumière artificielle. Une deuxième partie pour évoquer cette notion de sobriété lumineuse. Une troisième partie, je ferai un petit focus rapide sur une étude réalisée par le Parc national des Cévennes pour illustrer que les mesures mises en œuvre sont efficaces. Et une quatrième partie dans laquelle je présenterai la manière dont les territoires se mobilisent autour de la sobriété lumineuse, notamment autour de la trame noire, mais pas uniquement ça.
Donc, cette première partie, donc biodiversité et lumière artificielle, bon, il faut bien se rappeler, donc, enfin, bien avoir conscience, je pense qu'on sait quand même tous que le cycle jour-nuit est lié donc à la rotation de la Terre sur elle-même, qui elle-même tourne autour du Soleil. Et donc ça, finalement, depuis la formation de la planète, c'est un cycle qui existe. Et donc ça a toujours été une contrainte évolutive pour le vivant. Dès lors qu'il est arrivé à la surface des océans ou des milieux terrestres, il a fallu s'adapter à cette contrainte. Euh, voilà, et finalement, la contrainte pour ces espèces qui petit à petit sont remontées de milieux plutôt obscurs, ça a été de s'adapter à la présence de la lumière durant la journée. Et voilà, donc ces espèces sont globalement adaptées à ce cycle jour-nuit. Donc on connaît les espèces diurnes qui sont plutôt adaptées, comme l'être humain, à une présence de lumière et on est moins adapté à une faible quantité de lumière. Mais il y a aussi énormément d'espèces qui sont adaptées à une faible quantité de lumière et ça se traduit par un certain nombre notamment d'adaptations physiologiques, avec par exemple la présence d'yeux plus gros pour capter plus de photons et du coup pouvoir quand même voir avec une quantité de lumière faible. Là, on a l'exemple de la chouette effraie qui a ces plumes blanches autour des yeux qui font des sortes de paraboles qui renvoient les quelques rayons lumineux à l'intérieur des yeux. Là, on voit le hérisson sur cette photo qui a adapté fortement son odorat pour compenser des capacités parfois de vision plus faibles dans l'obscurité. On connaît tous les chauves-souris qui, elles, carrément, sont capables de se déplacer dans l'obscurité totale grâce à leur sonar. Donc, elles émettent des ultrasons qui rebondissent sur les obstacles et qu'elles recaptent au niveau de leurs oreilles en particulier et qui permettent de se déplacer, de percevoir les obstacles, de se déplacer et même de voir parfois, donc, enfin, de voir des proies extrêmement petites comme des insectes. Et puis, il y a carrément des espèces qui sont mises à produire leur propre lumière. Donc, on devine sur la photo en bas à droite un ver luisant, espèce chez qui essentiellement la femelle produit de la lumière pour attirer le mâle, la femelle ne volant pas, le mâle volant, et permettre de se reproduire. Voilà, donc les adaptations sont nombreuses, on pourrait encore développer. Le fait est que 28% des vertébrés et 64% des invertébrés vivent partiellement ou exclusivement la nuit. Et donc, comme il y a quand même beaucoup plus d'invertébrés que de vertébrés parmi les animaux et les espèces, la majorité des animaux sont nocturnes. Donc, parmi ces adaptations, je voulais faire un petit focus sur un article que j'ai lu il y a quelques mois, dont vous aurez le lien dans The Conversation. C'est une étude qui a été menée par des Suisses sur une population de chouettes effraies qu'ils suivent depuis une vingtaine d'années. Il y a des chouettes effraies qui ont le ventre blanc, d'autres qui ont le ventre roux. Et donc l'hypothèse des scientifiques, c'était de dire, on pense qu'à la pleine lune, les chouettes effraies blanches sont plus visibles et donc auraient moins de succès pour la capture de proies. Or, leur étude montre exactement le contraire. Les chouettes effraies blanches capturent plus de proies, ramènent plus de proies au nid, et les chouettes effraies rousses en ramènent moins. Donc, ils ont un petit peu approfondi leur étude avec ces premiers résultats un peu surprenants et qui allaient à l'encontre de leur hypothèse. Et ils se sont rendus compte que, notamment en étudiant les campagnols, de manière générale, ils se figent quand ils perçoivent un peu au dernier moment le prédateur arriver. Et en fait, ils se sont rendus compte que pendant la pleine lune, et lorsque c'était une chouette effraie blanche qui arrivait, ils se figent plus longtemps. Et donc l'hypothèse qui est émise, c'est que ils savaient par ailleurs que lorsqu'il y a une présence de lumière dans l'environnement, les campagnols ont peur et se figent. Et en fait, l'hypothèse qui est émise, c'est que la chouette effraie avec la pleine lune, donc avec une luminosité ambiante
plus importante que lors de la nouvelle lune où la lune est absente. Les chouettes effraies blanches, en fait, se débrouillent finalement pour refléter la lumière de la lune et puis effrayer finalement plus encore leur proie, qui se retrouve figée plus longtemps et du coup plus facile à capturer que pour les chouettes effraies brunes. Alors pourquoi je voulais vous présenter ça? C'est parce que ça montre à quel point il peut y avoir des comportements très subtils auxquels on ne s'attendait pas, qui peuvent montrer une adaptation aussi de l'évolution de la luminosité naturelle la nuit. Donc voilà, là où je vais en venir après, c'est que si même une différence de luminosité liée à la présence ou l'absence de la pleine lune implique des comportements différents comme ça, on pourrait imaginer après qu'une lumière artificielle peut bouleverser ce type de comportement très subtil. Et ça pourra bouleverser bien d'autres choses. Parce que effectivement, dans cet environnement nocturne, il y a une espèce d'urne un petit peu marrante, là, un petit peu bizarre, qui s'est dit, moi j'aimerais bien étendre ma période d'activité. Et donc, c'est l'être humain, cette espèce-là, qui, au début de son évolution récente, donc s'est mis à utiliser le feu pour s'éclairer, dans des grottes, certes, mais aussi probablement pour évoluer à l'extérieur. Avec l'évolution de notre espèce, ça fait l'évolution de nos technologies, on s'est mis à développer l'éclairage au gaz, à l'électricité. Et puis, comme notre espèce est décidément vraiment bizarre, elle s'est mise à éclairer tant qu'elle pouvait, puisqu'elle le pouvait. Et donc là, on voit comme exemple sur la photo du haut, ça c'est un parking totalement vide, sur lequel on voit qu'il y a 20, 25, 30 lampadaires. Là, c'est 4 heures du matin. Et voilà, notre espèce se dit, plus que je peux, je le fais. Et donc, on s'est mis à éclairer partout, n'importe quand, n'importe comment, à tel point que c'est quand même un des principaux signes de l'humanité visible depuis l'espace, la nuit, c'est qu'on voit ces réseaux d'éclairage qui se répandent, notamment là, on est sur le nord de la France, le Benelux, et puis on voit Londres en haut à gauche, et on voit ces réseaux d'éclairage extrêmement marquants. Et donc là, on est dans une situation globalement catastrophique vis-à-vis de la pollution lumineuse. On avait estimé, mais je reviendrai sur ces chiffres en fin de diaporama, on avait estimé en 2020 que environ 85% du territoire national était impacté par la pollution lumineuse. Donc on devinait sur cette carte-là la proportion du territoire, donc en jaune, orange, jaune, mais aussi bleu clair. C'est toute la proportion qui est impactée par la pollution lumineuse. Donc, à tel point qu'on estime qu'une grosse partie de l'humanité n'a plus accès à la Voie lactée, qui est notre propre galaxie que l'on peut observer dans un ciel de plutôt bonne qualité. Donc, on imagine bien que toute cette lumière va avoir des impacts importants sur toutes ces espèces qui sont fortement adaptées à une faible quantité de lumière. Des yeux adaptés à une faible quantité de lumière seront plus facilement éblouis. Euh, des animaux qui se cachaient la nuit de leurs prédateurs en se déplaçant discrètement vont être visibles. Les proies qui pourraient être perçues par les animaux, voilà, ça accroît donc la pression de prédation sur ces animaux-là. Les insectes, par exemple, sont déboussolés et tournent autour des lampadaires. Ils sont carrément attirés par la lumière. Et donc, en fait, on pense qu'habituellement, ils s'orientent avec la clarté du ciel naturel, du ciel nocturne, en l'absence de lumière artificielle. Et du coup, la présence de lumière artificielle perturbe complètement leur orientation et ils se retrouvent à tourner autour des lampadaires. On sait par exemple que le bousier, qui est un animal sacré dans l'Égypte antique, se déplace en utilisant la Voie lactée comme on va dire, chemin d'orientation. Ils se servent de la position de la Voie lactée dans le ciel pour se déplacer. Et il y a eu des expériences qui ont été faites en planétarium où on occultait la Voie lactée et on a pu constater que les bousiers étaient totalement désorientés. Et puis pour finir sur notre petit ver luisant, là, on imagine bien que dans un milieu
pollué par la pollution, par la lumière artificielle, la petite femelle aura du mal à être visible des mâles. Et donc, on imagine bien que ça peut perturber la reproduction pour cette espèce. Donc, il y a à la fois des impacts physiologiques sur les individus, dont aussi les cycles circadiens sont perturbés. On a besoin du cycle jour-nuit pour se réguler. C'est aussi vrai pour les espèces diurnes. La relation au sein de l'espèce, les relations intraspécifiques peuvent être perturbées, notamment dans la reproduction, mais également interspécifiques, notamment dans la relation proie-prédateur, dont les impacts sont potentiellement énormes. Une étude allemande, il y a quelques années, avait évalué à 150 insectes tués par nuit, par lampadaire, insectes qui sont soit épuisés à tourner en rond, soit brûlés selon la source de lumière. Et si on multiplie 150 insectes par 11 millions de lampadaires en France, on voit bien qu'on est possiblement quand même sur des impacts qui sont loin d'être négligeables. Un autre type d'impact, et c'est là où petit à petit on va en venir à la notion de trame noire, c'est que, comme je l'ai dit, il y a des animaux qui sont attirés, d'autres qui sont repoussés par la lumière. Donc si on imagine un axe, par exemple, routier, qui traverserait une forêt totalement éclairée tout le long, il aura soit un effet, donc il aura dans tous les cas un effet de fragmentation, soit par en aspirant finalement les espèces attirées par la lumière à proximité de cet axe qui ne pourront pas s'en détacher, un peu comme voilà, un aspirateur qui aspirait tout ça, ou soit, et donc du coup ces espèces ne pourront pas traverser, donc c'est le cas par exemple des insectes, ou à l'inverse, repoussées par la lumière, évidemment, elles ne traverseront pas cet axe éclairé, comme c'est le cas par exemple pour les amphibiens. Et donc cette lumière, donc, elle a un effet de fragmentation qui est immatériel, mais qui est tout à fait réel, comme pourrait l'avoir tout simplement une route qui, en pleine journée, a un effet fragmentant, notamment pour les petites espèces, une clôture qui aussi peut fragmenter pour les espèces qui n'arriveraient pas à traverser, ou un barrage sur un cours d'eau qui peut avoir un effet de fragmentation pour les poissons qui souhaiteraient remonter, notamment le cours d'eau. Voilà, donc la lumière artificielle et des axes éclairés, des points lumineux peuvent produire donc un effet de fragmentation. C'est ce qui fait que nous, dans le cadre du Centre de ressources Trame verte et bleue que j'anime, on s'est intéressé à ce sujet. Et je voudrais citer, que j'aurais dû le citer au début de ma présentation, mais dans le feu de l'action, j'ai oublié. J'aurais cité donc Romain Sordello, qui est notre spécialiste en France du sujet de la trame noire, avec qui moi je travaille énormément et à qui j'ai repris un certain nombre des diapos que je présente ici. Et qui, lui, travaille à l'OFB et dans une unité mixte qui s'appelle Patrinat, au Muséum d'histoire naturelle. Donc là, c'est une photo satellite qui a été prise à Montpellier. Et donc là, on voit bien qu'à une échelle un peu vaste, on voit bien que tous ces axes routiers, ça saute aux yeux, qu'ils fragmentent tous ces espaces un peu plus sombres et ainsi, ils peuvent découper le territoire, isoler les populations, notamment nocturnes, les unes des autres, et donc conduire à cette fragmentation à la vaste échelle du territoire. Donc c'est à partir de ce constat qu'on s'est intéressé à la notion de trame noire. On s'est dit, il faut avoir une approche globale à l'échelle des territoires, et je reviendrai sur ça tout à l'heure. Là, dans ma deuxième partie, donc, je voudrais vous présenter quelques axes d'action pour mettre en place une sobriété lumineuse. Donc, voilà, le maître mot, néanmoins, c'est cette notion de sobriété lumineuse. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis une approche indispensable qui est complémentaire de la notion beaucoup plus classique de sobriété énergétique et qui n'est pas synonyme. Je vais y venir. Donc, sobriété énergétique, c'est comment on réduit notre consommation d'énergie. Sobriété lumineuse, c'est comment on réduit nos émissions de lumière artificielle. Et voilà, je vous explique après de quelle manière ça n'est pas tout à fait synonyme. Pour mener une démarche, une stratégie des sobriétés lumineuses, il y a trois axes d'intervention possibles. Il y a l'axe temporel, on agit sur les horaires d'éclairage, la durée de l'éclairage. L'axe spatial, on peut jouer sur la densité des éclairages, leur position. Et l'axe technique, on va plutôt travailler sur les caractéristiques des luminaires. C'est indispensable de travailler à la fois sur ces trois axes.
Donc, le premier axe, c'est pour réduire globalement la durée d'éclairement, donc dans le temps. Ça peut passer notamment par l'extinction en cœur de nuit, comme le pratiquent beaucoup de communes, et ça, je vous en reparle à la fin. On peut aussi installer des détecteurs de présence pour n'éclairer que quand il y a des êtres humains qui sont présents sur la zone que l'on veut éclairer. L'axe spatial, ben, en gros, si on veut éclairer, il faudrait n'éclairer que ce qui est utile pour les humains. Ça ne sert à rien d'éclairer un bois, un buisson, un cours d'eau. Un cours d'eau, d'ailleurs, c'est même interdit par la réglementation. Et puis le troisième axe, ben, l'idée, c'est de choisir des types de lumière qui sont a priori moins impactants, comme par exemple en travaillant sur le spectre lumineux ou l'intensité de la lumière. Mais je vous en parle également après. Et donc l'idée, c'est d'avoir une approche globale à l'échelle du territoire qui intervienne sur les différents axes et de mettre en place ce qu'on pourrait nous appeler une gestion différenciée de l'éclairage en fonction des besoins pour les humains et des enjeux, notamment en termes de biodiversité. Un secteur, un espace vert qui est fermé la nuit, ça paraît évident qu'il est inutile d'éclairer. On peut estimer qu'il y a quand même un peu de biodiversité, même en milieu très urbain. Voilà. Par contre, un espace vert où il y aurait un peu de passage qui relierait une gare à des quartiers, on peut se dire, bon, c'est quand même bien d'éclairer, mais peut-être pas en permanence. Et là, on peut mettre en place des détecteurs où on peut justement jouer sur le type d'éclairage en mettant des lumières un petit peu plus orangées qui ont un peu moins d'impact sur la biodiversité. Je développe cette idée après. Alors, pourquoi sobriété lumineuse n'est pas forcément synonyme de sobriété énergétique? On le voit notamment avec le déploiement des LED, qui sont certes très intéressantes d'un point de vue des consommations énergétiques, mais bah, il y a notamment, on peut observer un effet rebond avec les lampadaires LED qui sont proposés bah, par les gestionnaires d'éclairage aux collectivités notamment. Ben, on leur dit, bah, puisque vous allez consommer 50%, voire 25% de ce que vous consommiez avant, ben, autant éclairer 2 fois plus. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Avec l'évolution d'une technologie qui consomme moins, on voit une explosion finalement de l'usage de cette technologie. Donc ça, c'est clairement documenté. Il y a vraiment une multiplication des points lumineux. Il y a une catastrophe qui est en train d'arriver, qui est un peu la caricature du truc, c'est les lampadaires solaires qui permettent finalement de poser un lampadaire n'importe où, en plein espace naturel, si on le veut, sans aucune consommation de flux, puisque une batterie, il fonctionne avec l'énergie solaire captée durant la journée. Donc ça, attention, grosse alerte, voilà. De plus, les LED éclairent globalement plus. Et enfin, il y a cette histoire de spectre lumineux. Donc, en fait, une lumière que l'on peut voir à l'œil nu, ben, en fait, on peut l'observer avec un spectromètre. Et donc, c'est les petits schémas qui sont en bas à droite. Euh, et vous savez que la lumière du jour, globalement, il y a la zone du spectre lumineux qui est visible à l'œil nu, il y a globalement beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie dans les différentes parties du spectre. Ça fait presque une sorte de plateau dans le spectre, hein, parce qu'il y a la lumière partout. Ce qu'on utilisait avant, les lampes à sodium haute pression, donc c'est le petit schéma à gauche, c'était les lampes un peu orangées, comme on en voit encore dans certains territoires. Il y avait globalement un pic on le voit sur le schéma, entre le vert et le orangé. Et donc, ce qui donnait cette image, ça donne toujours, parce qu'on en trouve encore, cette image un peu orangée, qui, bon, moi, je trouve pas ça très désagréable, mais voilà. Dans les LED, il y a une spécificité, on voit que le spectre est quand même beaucoup plus large et on observe notamment un pic dans le bleu à gauche et on sait que la lumière bleue impacte un plus grand nombre d'espèces, d'une part, et par ailleurs, c'est une lumière plus énergétique dans le spectre des ondes électromagnétiques et donc il se propage beaucoup plus dans l'environnement. Donc c'est vrai que c'est LED, là on est sur une LED 3000 Kelvin qui est le maximum autorisé par la réglementation. Ben, il y a cette présence de pics de bleu qui, d'un point de vue écologue, nous gêne.
Voilà. Et puis, ces lumières, si on regarde une lampe LED, elle est très éblouissante. Donc, il y a énormément de lumière qui est présente. Donc, on peut imaginer que c'est un impact plus important pour des espèces qui seraient touchées directement par la lumière. Mais néanmoins, il y a aussi des effets positifs au-delà des économies d'énergie. Le pilotage des LED est plus facile. Donc, on peut facilement éteindre, allumer. Il est plus ciblé, on peut plus facilement cibler les zones que l'on veut éclairer, donc ça c'est très positif. Et il existe des technologies de LED plus orangées, voire ambrées, pour lesquelles le spectre est beaucoup plus étroit et beaucoup plus dans les orangés, et donc moins impactant pour la biodiversité selon ce que l'on sait de la bibliographie scientifique. Voilà, donc il y a un certain nombre d'axes possibles pour intervenir, pour réduire les impacts de la lumière sur la biodiversité, mais ces actions de sobriété lumineuse ont aussi un impact positif pour nous, les humains, directement. Bah, d'une part, ça peut permettre de restaurer un sommeil de qualité, notamment avec la notion de lumière intrusive qui peut gêner, notamment en été si on a trop chaud et qu'on veut dormir les volets ouverts. Il y a l'accès au ciel étoilé que on peut assez facilement oublier la magie de l'observation d'un ciel étoilé quand on vit en ville. Et puis globalement, ouais, il y a la qualité des paysages nocturnes que l'on peut considérer comme étant une part du patrimoine. Bon, à travers cette diapo, je voulais mettre en avant qu'il ne faut pas occulter la nécessité de dialoguer avec les habitants lorsqu'une commune met en place une démarche de sobriété lumineuse, parce qu'il y a toujours cette notion de sentiment d'insécurité quand on baisse la quantité de lumière dans l'environnement que beaucoup d'humains peuvent ressentir. Mais on sait qu'une grosse partie des vols et des agressions ont lieu en fait dans la journée, parce que l'humain étant un animal diurne, ben, il a besoin de lumière pour ses activités, même si des activités les plus illicites. On pense aussi qu'il y a quand même, mais là il y a des études en cours, que la sécurité routière, en termes de sécurité routière, il y a moins d'accidentologie la nuit parce que quand on arrive en ville en voiture, on fait quand même attention pour ne pas se prendre un trottoir, même si on est très égoïste et qu'on pense qu'à soi, on ne veut pas exploser un pneu sur un trottoir, donc on a quand même plutôt tendance à faire attention. Et puis également, on peut avoir peur donc que quelqu'un traverse d'un coup sans le voir. Voilà. Donc, mais néanmoins, ce sentiment d'insécurité est réel et il faut travailler sur ça dans une concertation avec les habitants pour adapter cette stratégie de sobriété à l'usage que les gens font la nuit de la ville. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, je sens que j'ai déjà explosé le timing, donc je vais aller assez vite. Ma troisième partie, je voulais un petit peu illustrer avec le retour d'expérience du Parc national des Cévennes, mais il y a d'autres bibliographies qui montrent que ce sont des mesures efficaces. Mais moi, habitant à Montpellier, les parcs nationaux des Cévennes, c'est mon territoire préféré pour aller observer le ciel. Et donc, j'en reparle après, mais ils sont en réserve internationale de ciel étoilé. Et donc, dans le cadre de leur démarche globale de sobriété lumineuse, ils ont lancé une étude en lien avec le syndicat départemental d'énergie de Lozère et l'agglomération d'Alès. Ils ont posé des lampadaires, des faux lampadaires, enfin des faux, ils éclairent vraiment, mais c'est vraiment pour l'expérience scientifique. Et ils ont évalué, ils ont piégé les insectes en dessous pour évaluer l'impact de différentes pratiques, évolution de pratiques de l'éclairage et leur impact sur le nombre d'insectes capturés. Donc là, on voit que c'est le nombre d'insectes capturés par nuit. On voit que quand il n'y a pas d'éclairage ou quand il y a une pratique d'extinction en cœur de nuit, il y a moins d'insectes, environ 7 à 8 par nuit. Et quand on est sur une pratique d'abaissement d'intensité lumineuse, mais quand même avec un éclairage, on est sur 42 bestioles capturées chaque nuit. Donc on voit qu'il y a une vraie différence entre le fait de ne pas éclairer ou éteindre et le fait d'éclairer même moins. Voilà, l'expérience n'a pas testé un non-abaissement, mais on peut émettre l'hypothèse que ça serait un non plus important encore. Et là, on a testé les températures de couleur. Bon, je suis allé un peu vite sur ces notions, mais en gros, ce qui est autorisé par la réglementation aujourd'hui, c'est 3000 Kelvin maximum pour l'éclairage public, et c'est notamment un éclairage, ce qu'on appelle blanc chaud, mais blanc quand même. C'est là où il y a notamment ce pic de bleu que je vous montrais tout à l'heure. Si on utilise des LED à 1800 Kelvin, on est plus sur
sur des couleurs vraiment orangées, ambrées, eh ben, on voit qu'il y a une baisse qui a priori paraît significative du nombre d'insectes capturés. Et il faut souligner qu'il y a vraiment des différences selon les ordres d'insectes, les groupes, et notamment chez les lépidoptères, les papillons, l'impact est encore plus important. C'est-à-dire qu'il y a une baisse de 80% et non de 30% du nombre d'individus capturés. Et en fait, ce qu'on voit dans la bibliographie scientifique, c'est qu'il y a une richesse de réactions à ces différentes mesures d'extinction. Globalement, l'abaissement de puissance a quand même des effets importants. Évidemment, l'extinction, c'est le mieux. Hein. Quand il n'y a pas de pollution, c'est mieux. Et ensuite, ces notions de température, de couleur, il y a vraiment des réactions très différentes selon les groupes, notamment d'espèces. Pour terminer, je voulais quand même faire un focus sur la mobilisation des territoires en donnant un exemple de trame noire. Hein, donc, puis c'est comme ça l'objet du webinaire. Voilà, ce qu'on appelle une trame noire, c'est vraiment le complément nocturne de la trame verte et bleue. Alors, la trame verte et bleue, hein, l'idée, c'est de cartographier les continuités écologiques à l'échelle d'un territoire. Donc, vert, je vous ai dit, c'est pour les milieux terrestres. Bleu, c'est plutôt pour les milieux aquatiques continentaux, donc cours d'eau, réseaux de zones humides, etc. Et puis là, on voit ce qui vient fragmenter tous ces espaces, couper ces continuités écologiques. Et donc, un certain nombre de territoires se sont intéressés à la pression pollution lumineuse, comment cette pollution lumineuse elle peut venir fragmenter, interrompre ces continuités écologiques. Et donc, ce qu'on appelle trame noire, c'est ce travail de cartographie des continuités écologiques, de leur état, et notamment au regard de la pression exercée par la pollution lumineuse. L'objectif, c'est de préserver les continuités écologiques, non seulement le jour, mais aussi la nuit. Et ça, c'est fondamental pour permettre aux espèces de se déplacer d'un milieu à un autre pour se nourrir, se reproduire, etc. Donc, pour revenir par exemple sur les chauves-souris, ce qu'on appelle les grands rhinolophes, par exemple, sont des chauves-souris qui ont besoin d'alignements arborés pour se déplacer et qui détestent la lumière. Dès qu'elles vont voir la lumière, elles vont pas s'en approcher. Et donc, l'idée, c'est que pour ces espèces, on a besoin à la fois d'un réseau arboré, des haies en bocage, et à la fois que ce réseau-là ne soit pas impacté par la lumière. On a une étude qui a été réalisée sur la métropole de Nice qui montre que avec la pratique de l'extinction en cœur de nuit, assez rapidement, toutes les espèces que l'on appelle lucifuges, donc qui fuient la lumière, je parle des chauves-souris en l'occurrence, toutes les chauves-souris lucifuges reviennent assez rapidement dans les espaces qui auparavant étaient impactés par la lumière artificielle. Voilà, donc l'idée à travers la trame noire, c'est de faire ce travail de cartographie à l'échelle d'un territoire et ensuite de le faire suivre dans un certain nombre d'actions concrètes en mobilisant les leviers que je vous ai décrits précédemment. On a recensé en France, bon, c'est un travail qui n'est pas tout à fait abouti, mais on a recensé une cinquantaine de territoires engagés dans des trames noires. Ça peut être à la fois des espaces naturels comme des parcs naturels régionaux, des parcs nationaux, mais aussi des métropoles, des villes. Par exemple, la métropole de Montpellier, moi où j'habite, a mené un travail sur une trame noire, mais aussi il y a des départements à travers des études portées à l'échelle du département par les schémas, les syndicats départementaux d'énergie qui peuvent porter des études de trame noire, qui identifient les points de conflit entre continuité écologique et lumière, et éclairage public notamment, et qui ensuite met en place des solutions. Et donc à l'OFB, on avait produit il y a 4 ans maintenant un guide technique sur la trame noire que vous pouvez télécharger, bon, qui a un guide plutôt à l'attention des professionnels, des collectivités ou des associations ou des bureaux d'études. Mais bon, je pense qu'il est quand même accessible à tous. Voilà. J'essaie d'aller vite sur la fin, parce que c'était mon chapitre sur la mobilisation des territoires. Donc, cette petite infographie a été réalisée par le CEREMA. Elle résume une étude qui a été publiée cet été par le CEREMA et qui recense la pratique de l'extinction. Et donc, on voit à travers cette animation, notamment, on vient de le voir à l'instant, une explosion de l'extinction vers 2022 qui correspond malheureusement non pas à une prise de conscience subite du problème de la lumière artificielle par les collectivités, mais à l'explosion du coût de l'énergie suite à la guerre en Ukraine.
Voilà, donc attention, CAC 2022, explosion de la pratique de l'extinction. Voilà, donc ça fait partie des leviers extrêmement importants qui contribuent à réduire fortement la quantité de lumière artificielle dans l'environnement. D'autres démarches, ben, là on voit, c'est le label Ville et Village étoilés qui est porté par une association importante qui est l'ANPCEN, l'Association nationale pour la protection du ciel et l'environnement nocturne, qui labellise les collectivités dans un label pardon, qui s'appelle Ville et Village étoilés pour valoriser des démarches de sobriété lumineuse portées par les collectivités. Ça peut aller de 1 à 5 étoiles selon le niveau d'engagement. Une autre démarche, ce sont les réserves internationales de ciel étoilé. Donc là, c'est vraiment le nec plus ultra des territoires mobilisés dans la lutte contre la pollution lumineuse. Bon, on ne distingue pas bien sur cette carte, mais là, ça mélange à la fois les 7 territoires qui sont reconnus aujourd'hui réserve internationale de ciel étoilé. Le premier, c'était le Pic du Midi dans le parc national des Pyrénées. Et le dernier, c'est le Morvan, je crois que c'est cet été, si je ne me trompe pas, si je ne perds pas la notion du temps. Voilà. Et puis, il y a également, ce qu'on ne distingue pas complètement bien sur la carte, c'est qu'il y a également un certain nombre de territoires qui sont en projet de RIS. Donc, on parle de RIS. Voilà. Et donc, je signale l'existence depuis peut-être bientôt un an de l'association Dark Sky France, qui est le relais de l'association internationale Dark Sky International, qui promeut ces pratiques de sobriété lumineuse. Bon, voilà, je n'ai pas le temps là, mais c'était le territoire de la RIS des Cévennes. Ouais, l'autre point important, tout à l'heure, je vous ai dit qu'en 2020, on était environ 85% du territoire qui était impacté par la pollution lumineuse. Et en fait, toutes ces pratiques globalement, mais aussi l'existence d'une réglementation assez unique dans le monde. Depuis 2018, il y a un arrêté qui réglemente les nuisances lumineuses. Et tout ça, ça a conduit quand même à une réduction qui est quantifiée de la lumière artificielle. On voit que en 2014, 91% du territoire hexagonal était exposé à la pollution lumineuse et en 2023, 72%. Donc il y a quand même une baisse de cet indicateur. On vous enverra des liens, vous pourrez approfondir tout ça. Voilà, je voulais gentiment arriver à ma conclusion à travers une photo qui a été prise dans les Cévennes l'année dernière par un photographe hérolté qui s'appelle Guillaume Cana, qui permet de voir dans une RIS à quel point le ciel nocturne peut être beau, même si on observe au loin toute sa pollution lumineuse là, de la côte héroltaise tout au loin. Et puis, je voulais vraiment terminer à travers cette photo. Bon, là, on est sur une photo d'un télescope extraordinaire qui est en activité depuis quelques mois, qui s'appelle le télescope Vera Rubin, qui est dans l'Atacama. Bon, c'était un peu pour m'amuser en faisant le lien, mais bon, là, je n'aurais pas le temps de trop développer la métaphore. Mais donc là, c'est une photo vraiment extraordinaire qu'on ne peut pas du tout voir ça avec du matériel d'astronome amateur, mais c'était à la fois pour évoquer cette lutte, cette convergence de lutte entre les écologues et les astronomes amateurs qui sont mobilisés depuis plus de 40 ans dans la lutte contre la pollution lumineuse. À la fois, je voulais illustrer la notion de trame cosmique, mais bon, là, je partais un peu dans des délires qui relient à l'échelle de millions d'années-lumière, qui relient les galaxies entre elles. Donc voilà, c'est des choses qu'on découvre depuis quelques années. Et puis, c'était enfin pour faire un écho, alors ah mince, elle est coupée, ma citation de Carl Sagan, qui disait que nous sommes tous des poussières d'étoiles, puisque effectivement, nous, êtres vivants, quelques êtres vivants que nous soyons, nos atomes sont finalement le résultat de la vie des étoiles, la vie et la mort des étoiles, au sein desquelles tous nos atomes, un peu plus lourds que l'hydrogène et l'hélium, se constituent au fil des milliards d'années. Et donc, ça permettait un peu de reboucler ces notions d'écologie, de qualité de ciel étoilé et d'astronomie qui nous relient tous dans le combat dans la lutte contre la pollution lumineuse. Voilà, donc j'ai terminé, j'ai sûrement explosé mon timing. Voilà, on vous enverra des liens
Julie et Florence vous enverront des liens si vous voulez un petit peu plus creuser le sujet. Et je suis à votre disposition pour quelques questions. Merci beaucoup, Fabien. Peut-être avant de donner tout de suite la parole aux questions qui sont arrivées dans le chat, je ne résiste pas à l'idée de revenir peut-être à l'échelle de l'individu et de savoir ce que chacune et chacun déjà peut faire et si vous avez quelques conseils très concrets pour voilà chacun sa maison, son jardin, son Ouais. balcon, puisqu'on parle beaucoup au niveau de la commune, des collectivités, mais on a Mm. tous un rôle à jouer aussi à un niveau Mm. individuel. Donc Oui, c'est une excellente question. Moi, j'ai envie de dire, avant de répondre précisément à votre question, c'est que d'une part, euh, toutes ces communes qui éteignent, on voit qu'il y a, même si ça reste encore assez rare, mais on voit quand même dans la presse des communes qui reviennent en arrière parce que les habitants évoquent leur peur de la nuit. Vraiment, on parle de sentiment d'insécurité. On n'a aucune étude qui montre qu'il y a une vraie insécurité qui se met en place parce que c'est dans nos gènes. Hein. En tant qu'animal diurne, on a peur de la nuit. C'est normal, c'est comme ça. Donc déjà, nous, en tant qu'individus, c'est réapprendre à se réapproprier la nuit, enfin apprendre à se réapproprier la nuit. Un exemple, c'est si il y a beaucoup de gens qui sont luminodépendants, si j'ai pu utiliser ce néologisme. Dès qu'il fait un peu sombre, on utilise la lumière. On ne laisse pas la chance à nos yeux, qui même si on est des animaux diurnes, peuvent s'adapter à une vision nocturne. On peut voir, si on est dans l'obscurité, avec la lumière des étoiles ou un peu de la lune, qu'assez rapidement nos yeux s'adaptent. Et donc, finalement, il y a beaucoup de situations où, si on n'a pas de lumière artificielle, nos yeux s'adaptent et on peut évoluer la nuit, on peut voir des obstacles, on peut voir les gens, etc. Donc déjà, c'est nous réaccepter la nuit en tant que moment où on peut finalement être bien, aussi reprendre conscience de tout ce qu'on peut voir la nuit, le ciel étoilé, éventuellement la faune nocturne, même si elle n'est pas évidente à observer, mais on peut aussi l'écouter. Donc voilà, il y a ce côté un peu prise de conscience et puis comment on peut contaminer notre entourage autour de ce plaisir de se réapproprier la nuit. Et puis peut-être aussi quand notre commune met en place des pratiques d'extinction, aller dans les réunions publiques pour dire qu'on trouve ça chouette, hein, pour défendre le truc, pour pas qu'on entende toujours que ceux qui râlent, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà. Et ensuite, nous, en tant qu'individus, une fois qu'on a un peu pris conscience de tout ça, c'est aussi éviter d'éclairer le autant que possible, quoi. Hein. Éviter de mettre des éclairages pour éclairer notre bel olivier dans le jardin, parce que certes c'est beau, mais ça sert à rien d'éclairer. Veiller à ce que nos éclairages extérieurs soient bien orientés, si possible plutôt à mettre des détecteurs de présence. Éviter dans notre jardin les petits dispositifs d'éclairage qu'on trouve dans les magasins de bricolage qui coûtent 15 euros, qui sont en photovoltaïque, qui n'ont pas d'interrupteur et en gros, ils sont éclairés toute la nuit. Et donc ça, c'est quand même catastrophique. En plus, on est souvent sur des températures de couleur abominables, 4000, 5000 Kelvin, très blanches, bleutées. Donc on est dans le pire possible pour la biodiversité. Voilà. Et puis, que dire, c'est déjà pas mal. Si alors peut-être un point, j'ai pas trop évoqué la réglementation parce que ce serait compliqué, mais depuis janvier 2025, depuis le 1er janvier, les lampadaires boules sont interdits. Et donc, on en trouve plein dans les copropriétés, on en voit plein. Et donc, c'est interdit. Donc, si vous êtes dans une copro qui a des lampadaires boules, en théorie, votre collectivité pourrait vous mettre une amende. En pratique, ça n'arrive jamais, malheureusement. Mais voilà, néanmoins, c'est interdit. Vous pourriez aussi porter une démarche collective dans votre copro. Et vous pouvez, peut-être pour terminer, je n'en ai pas du tout parlé, je voulais le faire, mais aussi vous impliquer dans des associations. Il y a plein d'associations qui s'impliquent dans des actions de sobriété lumineuse, notamment dans le mouvement France Nature Environnement. Il y a plein d'associations en France qui s'impliquent dans un truc qui s'appelle Sentinelle de la nature et qui ont développé un volet qui est Sentinelle de la nuit, où on peut signaler des commerces qui n'éteignent pas la nuit alors qu'elles devraient le faire, c'est obligatoire, qui devraient le faire, c'est obligatoire, ou si histoire de lampadaire boule, signaler. C'est pas pour faire de la délation, mais l'idée c'est que ensuite les associations contactent les personnes pour dire attention, vous respectez pas la réglementation, déjà peut-être vous la connaissez pas, on vous explique quelles solutions sont possibles, etc. Voilà.
Eh Moi, bien, merci. je peux être très long à chaque réponse. Je vais laisser la parole à Florence, du coup, pour partager les réponses et les questions plutôt qui sont dans le chat. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, alors, la première question. Les frelons sont attirés la nuit par des lumières intérieures des maisons. Est-ce que, est-ce que ça peut épuiser les insectes, les perturber et réduire leur temps de chasse? Ben oui, oui, clairement. Bon, les frelons, en plus, on n'a pas trop envie qu'ils rentrent dans la maison, donc c'est une bonne, une bonne raison de fermer les volets, qui est aussi une autre possibilité d'action pour éviter de polluer l'extérieur. Ben, c'est avec notre lumière, c'est fermer les volets. Bon, en été, on n'a peut-être pas envie, mais même, voilà, même au printemps ou à l'automne, quand on a les fenêtres fermées, bon, autant fermer les volets. Voilà. Donc concrètement, oui, les insectes sont très fortement impactés par la lumière. Certains, mais il n'y a pas vraiment de chiffres qui permettent de le dire, mais pensent que après la pollution par les pesticides, ça pourrait être la seconde cause de disparition des insectes. On sait que les populations d'insectes s'effondrent. On peut quand même penser légitimement que tous les produits chimiques, notamment utilisés en agriculture ou dans les jardins des particuliers, sont quand même une forte source de mortalité des insectes, mais la lumière aussi. Les insectes, en fait, sont désorientés par la lumière. Beaucoup se retrouvent à tourner autour des lampadaires. Ils s'épuisent, ils peuvent se brûler. Et c'est autant de temps en moins pour se nourrir, mais aussi pour se reproduire. On a des exemples le long de la Loire. Il y a régulièrement des articles qui montrent les éphémères qui, ben, comme leur nom l'indique, à un stade adulte ne vivent que 2, 3 jours pour se reproduire. Ben, au lieu de ça, ils se retrouvent à mourir en masse. Mais il y a vraiment des tapis d'éphémères le long de la Loire dans plusieurs communes. En ville, le long de la Loire, où on voit ces tapis d'éphémères qui jonchent le sol, c'est abominable. Et on peut voir dans la presse des articles du genre la magie de je sais pas quoi, la magie bon bref, et comme s'il n'y avait pas de prise de conscience dans la presse grand public, c'est quand même catastrophique. C'est que tous ces animaux, ils meurent et ils vont pas se reproduire et pondre à leur tour dans le cours d'eau. Donc en effet, ça a des impacts énormes sur les dynamiques de population d'insectes. Et du coup, est-ce que à l'inverse, la lumière peut favoriser, enfin faire en sorte que certaines espèces se multiplient, comme Alors, les arachnides? Mm. ouais, probablement, effectivement, les araignées. Alors, après, c'est difficile à quantifier, je pense. Il y a deux exemples, effectivement, les arachnides, on voit, je sais pas, moi, j'en ai chez moi, autour d'une petite lampe, ben, elles font leur toile. Donc, elles se disent, là, je suis installée pour choper les insectes qui viennent tourner autour. Donc, voilà. Après, est-ce que ça a un impact sur la reproduction, etc.? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne connais pas la biblio, mais en tout cas, les prédateurs peuvent être, notamment ceux qui se nourrissent d'insectes, peuvent être favorisés. Mais c'est parfois plus subtil. Les pipistrelles, dans les chauves-souris qu'on voit tourner autour des lampadaires, alors, en été, là, quand le soleil tombe et les lampadaires s'allument, globalement plutôt des pipistrelles en ville. Les pipistrelles européennes, elles sont moins gênées, pas gênées par la lumière. Elles viennent autour des lampadaires, non pas parce qu'elles sont attirées par la lumière, mais par les insectes qui eux-mêmes sont attirés par la lumière. Et on peut imaginer qu'elles sont favorisées dans leur chasse, mais néanmoins, il y a des études qui montrent que un territoire où la lumière est éteinte, les populations de pipistrelles sont plus homogènes à l'échelle du territoire, alors que tant que la lumière est allumée, elles vont tourner autour des lampadaires. Donc voilà, c'est difficile de savoir quel est l'impact réel sur la dynamique de population. Voilà, parce qu'il y a peut-être qu'elles sont plus concurrentes. Enfin bon, j'en sais rien. Là, en tout cas, c'est un impact sur la répartition dans l'espace, ça c'est sûr. Du coup, vous parliez tout à l'heure de la lumière bleue qui est la pire. Alors, quelle lumière privilégier? Quelle couleur? Oui, donc c'est vrai que je suis allé peut-être un peu vite, mais globalement, alors là, ça va pas trop vous arranger, vous aider comme question, comme réponse, mais globalement, il faut utiliser des lumières dont le spectre comprend peu de bleu. Et c'est une info qu'on n'a jamais. On n'a pas, il faudra un spectromètre pour voir la lampe avant de l'acheter. En magasin, il n'y a jamais le spectre de la lumière émise, ça n'existe pas. Donc, on fait une sorte d'estimation par la température de couleur. Et ça, c'est une information qu'on a en magasin.
on peut trouver des lampes qui, a priori, sont pas tout à fait légales, mais de 4000-5000 Kelvin, comme je disais tout à l'heure, les lampes en magasin de bricolage. Donc ça, clairement, il faut jamais acheter ça au nez sur des températures de couleur très blanches, des LED qui comprennent forcément un gros pic de bleu. Et ensuite, il faut privilégier des lampes, mais même à l'intérieur, hein. Moi, personnellement, j'ai des lampes qui sont à 2700 ou 2400 Kelvin, qui sont beaucoup plus orangées. Bon, il faut aimer. Mais ça veut dire qu'a priori, il y a moins de bleu. Et globalement, le bleu est néfaste pour le vivant, y compris pour les humains. On sait que regarder son téléphone avant de se coucher, c'est mauvais parce que sur l'écran, si on ne met pas le filtre de nuit sur le téléphone, il y a beaucoup de lumière bleue et c'est pas bon pour la rétine et c'est pas bon pour notre cycle et donc notre émission de mélatonine. Et donc, ça décale l'émission de mélatonine dans notre organisme et donc on peut avoir du mal à s'endormir. Voilà. Donc, donc globalement, il faut plutôt privilégier des lampes qui feraient au maximum 3000 Kelvin, c'est la réglementation, mais c'est pas top. Si possible, voilà, dans les 2400 Kelvin maximum. Donc ça, c'est une info qu'il y a sur les boîtes, sur les emballages des lampes en général, hein, normalement. D'accord. Et donc, du coup, il y a une question pour les études naturalistes. Est-ce que vous privilégiez les lumières rouges? Alors ça, c'est pas évident. Ouais, il y a des recommandations sur les lumières rouges. Alors, on sait que les lumières rouges ont aussi des impacts sur la biodiversité. Le mieux, c'est dans les orangés. Mais c'est vrai que les chiroptérologues souvent conseillent les lumières rouges, hein. Mais objectivement, je suis pas sûr que ce soit, enfin, mettre des éclairages publics en lumière rouge. J'ai un peu peur que ce soit de nature à dégoûter les habitants. Ça fait un peu film d'horreur. Je sais pas. Moi, je trouve pas que ce soit une solution convenable pour l'usage par les humains et même pour la biodiversité. Selon les groupes d'espèces, c'est pas forcément l'idéal. Ensuite, ce qu'il faut savoir, par exemple, les astronomes amateurs utilisent la lumière rouge parce que nous, en tant qu'humains, c'est une lumière qui nous permet de rester dans la lumière, dans la vision nocturne. Bon, je fais une petite parenthèse, mais c'est pour compléter ce que je disais tout à l'heure sur notre capacité à adapter notre vision à la nuit. No- Assez rapidement, notre œil s'adapte à de faibles quantités de lumière. On peut voir, si on passe d'une pièce éclairée à l'extérieur sans lumière et qu'on regarde le ciel, on voit qu'en quelques minutes, les étoiles apparaissent. Au début, on se dit, oh là, il n'y a pas beaucoup d'étoiles. Et puis très vite, on voit que les étoiles apparaissent, la Voie lactée, etc. Mais si on veut une vision nocturne optimale, c'est quand même plus long que ça, c'est 30-40 minutes. Or, la lumière rouge, elle nous permet de rester en vision nocturne. Voilà. Et dès qu'on voit une lumière blanche, on rebascule en vision diurne. Et pour revenir à l'optimal, c'est 30 à 40 minutes. Donc voilà. Donc pour nous, en tant qu'humains, c'est pas si mauvais la lumière rouge. On peut voir les obstacles, hein, etc. Mais bon, qui a envie de se balader dans une ruelle rouge, quoi. D'accord. Alors, est-il pertinent, mais ça vous en avez parlé tout à l'heure, mais est-il pertinent de couper la lumière seulement entre minuit et 5 heures du matin? Ne vaut-il pas couper toute la nuit? Alors, ouais, je suis peut-être allé un peu vite. J'ai peut-être oublié de développer cette idée-là. Mais donc, il y a beaucoup de communes qui éteignent entre 23 heures minuit pour le début et 5-6 heures du mat pour leur allumage. C'est quand même bien parce que pour les insectes qui tournaient autour des lampadaires, ça les libère de ce piège. Donc, c'est quand même, moi, je trouve que l'extinction à cœur de nuit, c'est un peu la solution quand même de base à mettre en place, d'autant que il y a plein de villages où à 3 heures du mat, il n'y a personne la nuit, donc éclairé pour personne, c'est quand même dommage, quoi. Mais ce que j'ai pas trop développé, c'est que beaucoup d'espèces nocturnes ont en fait en réalité un pic d'activité en début et en fin de nuit, une activité crépusculaire. Et donc, c'est des moments où les éclairages ne sont pas éteints puisqu'on n'est pas en cœur de nuit, d'où l'importance de mettre en place des solutions, peut-être de détecteurs de présence, hein, de bien éclairer que là où on veut éclairer pour les humains et de développer des solutions de type lampe ambrée ou orangée. Donc effectivement, l'idéal, ça serait de ne jamais éclairer, hein, ça c'est l'écologue qui parle, mais bon, on sait qu'il faut faire un compromis entre le besoin d'éclairage pour les humains diurnes et le besoin de ne pas éclairer pour la biodiversité. Donc voilà, moi,
éteindre à 23 heures, allumer à 5-6 heures du match, je trouve que c'est quand même pas mal, avec l'idée qu'il faut mettre en place des solutions en début et en fin de nuit. Et c'est là où toute la démarche de Trame Noire prend son sens, parce qu'on peut se dire, ça permet de hiérarchiser les enjeux à l'échelle d'un territoire, et de se dire, là, il y a des enjeux de biodiversité importants, mais il y a aussi des enjeux d'activité humaine, donc on veut quand même éclairer, mais déployons des solutions d'éclairage moins impactantes, comme la détection de présence ou des LED plus orangés ou ombrés, quoi. Voilà. Alors justement, par rapport à la détection de mouvement la nuit, on se demande quel est l'impact de ces systèmes à détection de mouvement qui se déclenchent notamment au passage des chiroptères ou chiroptères. Oui, alors, ouais, je n'ai pas vraiment d'infos, j'ai pas d'exemple de détecteur là qui se déclencherait avec des chauves-souris qui passeraient. Mais j'ai plutôt entendu parler de chiens ou de chats, ouais, des animaux un peu gros, quoi. Je ne sais pas si effectivement les gens ont déjà vu des détecteurs s'allumer avec des chauves-souris. Je suis preneur de Ah oui, l'info. pratique. Euh, Comment dire? Bah, du coup, il y a peut-être un problème de réglage. Là, j'avoue, je connais pas assez le sujet. Je sais que les gestionnaires d'éclairage disent que ça coûte cher, l'éclairage à détecteur de présence. Donc, c'est pour ça qu'il faut plutôt le déployer dans des secteurs à enjeu de biodiversité dans lesquels il y a aussi une activité humaine. Hein. Ça arrive qu'il y ait des parcs, des espaces verts qui sont des passages pour relier, comme je disais tout à l'heure, une gare à des quartiers où là on se dit il faut quand même de l'éclairage. Et donc après, ça veut dire qu'il faut quand même prendre du matériel adapté qui ne se déclenche pas effectivement quand il y a des tout petits animaux qui passent. Mais bon, là j'aurais pas de réponse précise. C'est du matériel que je connais pas bien, mais ça, il faut en discuter avec les gestionnaires d'éclairage public. Alors, il y a une question sur les espèces les plus impactées par cette pollution lumineuse. Est-ce que ce sont les insectes ou est-ce que il y a d'autres espèces qui sont... Alors, en réalité, tout le vivant est impacté par la pollution lumineuse, que ce soit les espèces diurnes que nocturnes. Il y a plein d'oiseaux diurnes qui chantent toute la nuit en ville parce qu'ils sont éclairés par des lampadaires. Et puis, à peu près toutes ces espèces nocturnes sont impactées d'une manière ou d'une autre. En réalité, j'ai pas du tout évoqué le cas des plantes, mais les plantes aussi sont impactées puisque on peut voir en ville la partie des arbres sous les lampadaires où les feuilles tombent à l'automne plus tardivement que la partie qui est pas sous le lampadaire, par exemple. Voilà. Après, pour quantifier, on peut penser qu'effectivement les insectes sont fortement impactés, mais quand même les chauves-souris lucifugent également. Voilà, donc moi j'ai pas de quantification, mais voilà, on peut quand même estimer que tous les insectes sont quand même un groupe particulièrement sensible à la lumière, de par les mortalités là qu'on évalue, comme je disais, 150 insectes qui meurent par nuit par lampadaire, c'est quand même énorme. Alors, autre question. Avez-vous des documents pédagogiques rédigés pour les élus, notamment pour ceux qui sont moins sensibilisés? Alors, on a un certain nombre. Alors, pour les élus, oui, alors je sais plus si on l'a partagé d'ailleurs, mais il y a par exemple la RB Occitanie, c'est un petit visuel que je prenais tout à l'heure là où j'ai évoqué les questions d'insécurité. Ça vient de plaquettes qui ont été développées par l'Agence régionale de la biodiversité d'Occitanie sur les questions d'extinction pour motiver, mobiliser les élus à pratiquer l'extinction en cœur de nuit. On vous enverra, enfin, État sauvage, vous enverra un lien vers des pages du Centre de ressources Trame Verte et Bleue. On a des pages thématiques sur la question, sur tous les sujets que j'ai évoqués là. Et il y a notamment une partie qu'on a eu des pages qu'on a appelées Accepter la nuit. Et là, vous verrez un peu plus des choses autour de la pédagogie, etc. Mais c'est globalement, la cible de ces pages, c'est plutôt des techniciens et notamment sur Accepter la nuit, c'est plutôt des documents pédagogiques pour des classes, par exemple, des enseignants qui voudraient développer ça. Mais il faut que je revérifie là d'un coup, j'ai un doute sur le fait qu'on ait mis les plaquettes de la RB Occitanie sur l'extinction, mais ça pourrait être des documents pédagogiques. Ensuite, si vous cherchez sur Internet, il y a beaucoup de choses qui existent qui sont produites soit par des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux, des associations comme FNE. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à aller chercher sur Internet.
Et une des dernières questions, donc, au sujet de la réglementation. La réglementation impose au secteur tertiaire d'éteindre ses lumières après 1 heure du matin. Beaucoup ne la respectent pas. Y a-t-il des sanctions? Parfois. Alors, en théorie, il y a des sanctions. Donc, c'est les mairies qui doivent sanctionner. Bah, voilà, la réglementation, elle est un peu plus complexe que ça, hein. Les bureaux doivent être éteints 1 heure après, etc. Euh, voilà, quand c'est pas appliqué, en théorie, c'est la collectivité qui doit euh, donc mettre des amendes, qui a la possibilité de le faire. Dans les faits, c'est très rare. Moi, le cas vraiment un peu exceptionnel que je connais, c'est la ville d'Alès, où dans la police municipale, il y a une personne qui est rattaché à la police municipale, dont le travail, c'est d'aller contrôler les commerces, etc. Bon, autant dire que c'est rarissime. Voilà. Après, il y a aussi toute la pédagogie. L'idée, c'est de détecter ceux qui n'éteignent pas, comme la réglementation l'impose, de les informer, le cas échéant, et ensuite, c'est bien que la collectivité dise, écoutez, maintenant que vous êtes informés, si vous n'éteignez pas d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, on vous met une amende, quoi. En général, ça marche. Voilà. Mais c'est quand même globalement rare. Et c'est là où c'est intéressant, si c'est vraiment des sujets qui vous intéressent en tant que particulier, c'est de vous impliquer dans des associations, comme je le disais tout à l'heure. Certaines organisent des maraudes nocturnes pour aller vérifier. Bon, il faut être un couche-tard, hein, mais pour aller vérifier si après l'horaire indiqué dans la réglementation, il y a encore des éclairages allumés pour ensuite écrire effectivement aux entreprises concernées pour les informer, etc. Eh Voilà. bien, et là, pour clôturer, Oui. comment convaincre ma commune, mais aussi plus simplement mon voisin d'éteindre la nuit? Ouais, ouais, ça c'est pas évident, hein. C'est sûr que bon, le voisin, j'ai envie de dire, ça dépend de votre relation avec votre voisin. Vous pouvez, ouais, je sais pas, il existe aussi des documentaires sur Internet, des vidéos, voilà. Est-ce que bon, mais c'est sûr que le sujet est pas facile, hein. Mais voilà, expliquer que ça a des impacts sur notre sommeil, sur la biodiversité, puis finalement, est-ce que c'est utile d'éclairer en pleine nuit alors qu'il n'y a personne? Bon, ça, j'ai pas de conseils un peu secrets qui permettraient de convaincre à tous les coups. Et ensuite, sa commune, c'est pareil, hein, c'est pourquoi pas prendre rendez-vous avec le maire pour expliquer, vous, votre point de vue sur ce sujet. Voilà. Il y a des alliés, les associations environnementales, les associations d'astronomie. Voilà, c'est aussi s'entourer un peu de ces structures avec qui on partage ce combat. Voilà, c'est l'information, la sensibilisation. Voilà, il existe des vidéos voilà, que vous pouvez diffuser à votre mère. Vous prenez rendez-vous, vous lui montrez un peu le sujet. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est une démarche un peu portée à l'échelle des territoires. S'il y a un truc qui marche bien, c'est les échanges entre collectivités. Donc pourquoi pas vous favoriser ces échanges-là? Vous savez que la commune d'à côté est éteinte. Donc moi, encore une fois, je suis sur Montpellier. On a une commune qui était un peu pionnière, qui est Prades-le-Lez, qui a éteint assez tôt en fait. Et puis ça a fait littéralement effet tache d'huile hein, sur la métropole de Montpellier. Les élus voient que ça se passe bien, finalement, voilà. Et donc l'autre point, c'est que vous pouvez souffler à votre collectivité, c'est que quand ils font une réunion publique, bon, déjà c'est bien que vous, en tant que motivé, vous soyez présent pour aussi témoigner de l'envie d'eux, et puis aussi faire venir la gendarmerie qui témoignerait, il faut préparer un peu à l'avance, mais en général, quand même, c'est ça le témoignage, qui témoignerait que dans la commune d'à côté qui a été, on n'a vraiment observé aucune augmentation de l'insécurité. C'est quand même globalement ça la réalité, quoi, hein. Donc ça rassure les gens aussi. Et puis aussi, c'est à travers la concertation, caler les horaires d'éclairage et les zones d'extinction en fonction, enfin les horaires d'extinction et les zones d'extinction en fonction de l'utilisation par les habitants. Voilà. Très bien. Merci. Julie, je te repasse. Merci Florence, merci Fabien. J'ajouterai une petite pierre à l'édifice.
Donc vous avez parlé tout à l'heure, c'est que la question économique peut aussi accompagner Oui. effectivement la réflexion. Oui, c'est vrai, je l'oublie, mais on est parfois, oui, l'éclairage public, ça peut représenter 30 à 40% de la note énergétique de la collectivité. Donc, c'est pas anodin, quoi. Mais bon, le piège, c'est qu'on peut basculer sur des LED, consommer moins, se dire, bon, déjà, on consomme moins, on a rénové, donc on n'a plus besoin d'éteindre. Bon. Mais, Tout à fait. Merci beaucoup. mais, Oui, je non, voulais. non, merci, merci pour ce complément. Merci Fabien, merci Florence, du coup pour ce webinaire. Merci à toutes et à tous justement pour votre participation. N'hésitez pas à recontacter peut-être Fabien, peut-être par LinkedIn. Je pense qu'on peut vous Oui, si solliciter vous voulez. par le site internet aussi du coup de la Trame verte et bleue qu'on va vous envoyer également par email. Et, euh, et puis on vous donne rendez-vous sur un prochain webinaire, probablement cet hiver. Et peut-être avec vous l'année prochaine, Fabien, pour évoquer un autre sujet, une autre trame, puisqu'il y en a encore beaucoup qui sont encore plus méconnus que la trame noire. En tout cas, merci pour ce temps et très bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup.